Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans ce numéro, tout d'abord, nous allons parler des préparatifs des opérations de convoyage des pèlerins nigériens à la Mecque pour le Hajj 2022. Ensuite, il sera question de l'adoption par l'Assemblée nationale le mardi 21 juillet du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Les peines de prison pour les diffamations et les injures sont remplacées par des amendes. Aussi, nous parlerons de la drépanocytose. La journée mondiale de lutte contre cette maladie a été célébrée le 19 juin dernier autour du thème la drépanocytose, quelle stratégie pour une meilleure survie. Enfin, nous aborderons la question de l'enfant africain célébré le 16 juin dernier. Pour cette 46e édition, le Niger appelle à l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, notamment la mendicité. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Mme Memoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Nafisa. Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Nafisa Adam Sirfo. Bonsoir à tous et bienvenue. Après 2 années d'interruption pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19, l'organisation du Hajj reprend cette année avec un quota mondial d'1 million de pèlerins, soit 45% du quota habituel. Le Niger a bénéficié d'un quota de 7 194 pèlerins, dont 5 975 pour les vols charters, soit à 90% du quota global et 719 en vol régulier, soit à 10%. Selon le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, le COHO est prêt pour le départ des pèlerins à la date prévue pour le 23 juin 2022 avec un minimum de 12 dotations d'avions. Et notons que le premier vol a été prévu en début de journée du jeudi 23 juin. Jusqu'en fin de journée, le premier vol n'a pas quitté. Donc je commence avec vous, Madame Memoune Diado. Quelle appréciation faites-vous de l'organisation du Hajj 2022 ici au Niger après 2 ans d'interruption? Merci Nafisa. Quelle appréciation par rapport à l'organisation du Hajj? Je me dis que d'abord il ne faut pas oublier que 2 ans durant, le Niger n'a pas pu organiser le Hajj pour pouvoir être avec ses pèlerins au niveau de l'Arabie Saoudite, du point de vue donc, de la situation de Covid-19. Donc, quand vous voyez, 2 ans, c'est pas facile pour revenir, pour arranger certaines choses. Il y a des agences qu'il fallait donc essayer également de les accompagner, de voir d'abord les problèmes auxquels ces agences ont dû faire face durant ces 2 ans. Donc, c'était pas facile du tout. Donc, peut-être que c'est également dû à cette situation qui a fait en sorte que on est là jusque-là, affecté par ces petits problèmes-là, et que le premier vol jusqu'à présent n'a pas pu se faire. Jusqu'en fin de journée du jeudi. Et donc, c'est vraiment ça. Il faut essayer parce que je sais que l'État a mis les efforts, en tout cas, pour pouvoir accompagner ces agences de voyage. Vous avez vu, ils ont également innové par rapport à l'inscription des pèlerins en ligne. Oui. Donc, c'est vraiment réfléchi. Ils ont innové. Avec cette innovation, ils ont eu également des agences qui ont été sanctionnées. Bien sûr, donc, je des pense agences qui ont été même supprimées. Oui, supprimées, sanctionnées et supprimées qui ne pourront pas, en tout cas, voyager avec amener malheureusement leurs pèlerins au niveau donc, de la Terre Sainte. Et je me dis de toutes les 1000 manières qu'on prépare l'organisation du Hajj, on ne peut pas être effective. Il y a toujours des petits problèmes qui surgissent. Il faut simplement prier que nos pèlerins
puissent en tout cas atterrir dans de très bonnes conditions au niveau donc, du Hajj, de la Terre Sainte, et qu'ils puissent être pris dans les meilleures conditions, parce que ce que nous avons vécu les années dernières par rapport justement à la restauration, le logement et tout, je pense que des mesures ont été prises par l'État pour que ça ne puisse pas revenir et affecter les pèlerins qui vont aller pour le Hajj, Inch'Allah. Des problèmes donc liés à l'organisation du Hajj, comme l'a soulevé Maïmouna, que ce soit du partage du quota, la répartition des places pour les agences, l'acheminement des pèlerins. Monsieur Ousseini, ces problèmes, quelle explication vraiment donner à la persistance des problèmes liés à l'organisation du Hajj au Niger? Nafisa, je n'ai pas d'explication à donner. Dans tous les cas, pratiquement ça fait plus d'une décennie que ce problème-là persiste. Tout le monde sait que chaque année, souvent, c'est précipitamment à la dernière minute qu'il y a des avions pour acheminer les pèlerins en Terre Sainte, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé cette année. Et moi, je ne suis pas du tout surpris qu'on se retrouve confronté à la même situation malgré la mise en place, parce que même la création du COO est née de ce constat-là, que chaque année, les pèlerins ont des difficultés pour être acheminés. L'institution pour réguler la situation. On a mis en place, parce que c'est une institution étatique, pour pouvoir gérer un peu. Ce n'était pas dans la pagaille à l'époque, parce que à l'époque, au tout départ, quand il y avait juste l'AMPO, l'Agence nigérienne pour le pèlerinage et la Oumera, qui était une institution, un service de l'État, ça s'est passé sans grosse difficulté. Maintenant, depuis qu'il y a eu la multiplication des agences, où chaque année, il y a de nouvelles agences qui se créent, où des gens, c'est lucratif quelque part. On assiste à cette situation-là. Donc, si on comprend, vous voulez dire qu'il y a une part de responsabilité du COHO, même si on peut le dire. Oui, mais non. Je ne dirais pas qu'il y a une part de responsabilité. Mais je vais dire quelque part, c'est que c'est devenu une espèce de jungle où chacun est là, mais ça s'améliore. Au fil du temps, c'est en train de s'améliorer, mais je ne me fais pas... En tout cas, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ça peut se régler du jour au lendemain. Parce que le convoyage, c'est quoi? C'est l'avion. Mais bon, quand il n'y a pas d'avion, il y a des compagnies ici qui peuvent... C'est des compagnies qu'on va affréter d'ailleurs, qui vont venir prendre les pèlerins et tout. Quand il y a des petites difficultés, les compagnies là... Ils ont besoin de se faire de l'argent, comme les agences ont besoin de faire de l'argent. Ou ils ont la certitude qu'en venant, on ne sait jamais, il y a toujours des couacs dans ce genre de choses-là. Quand on parle de tout est clean, on a tout mis en place pour que les choses se passent normalement. Les choses ne vont jamais se passer normalement. Parce que dans ce contexte, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que ça profite à des gens. C'est un business. C'est un business, il ne faut pas se faire d'illusions. Derrière l'aspect religieux, là. Est-ce que le problème ne serait pas lié au fait que la dotation des avions ne soit pas, je ne sais pas. Oui, mais on n'a pas d'avion, on n'a pas de compagnie aérienne. On est obligé d'aller affréter des avions d'autres compagnies. Bien évidemment, ça peut se poser comme problème. C'est d'abord le premier problème, quand vous n'avez pas les moyens pour transporter vos passagers, vos pèlerins, avec vos propres moyens, évidemment, il y a ce problème qui va se poser. Sans compter, il y a d'autres détails peut-être qui ne sont pas expliqués. Mais toujours est-il dit qu'on va continuer à connaître cette situation-là d'année en année. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis en place une institution qui est là, une structure qui est là pour gérer. Mais même avec la structure, on voit ce qui se passe, où les gens cherchent à tricher. D'accord. Alors, Al-Hajj Mohamedou Suleiman, après vraiment 2 ans d'interruption, d'aucuns disent que le Niger devrait être prêt pour l'organisation de ce Hajj, du convoyage, même si on peut le dire. Et malheureusement, pour le premier vol même, il a pris du retard jusqu'en fin de journée. Il n'a pas quitté du jeudi, il n'a pas quitté. Comment expliquer cela? Pour ça peut être justement lié à quelques problèmes. On a reçu cette semaine en interview le haut commissaire du COHO qui nous a expliqué les innovations dont parlait Memouna, effectivement. Mais le premier problème qui est constant, Hussein l'a dit,
c'est que le fait qu'on n'ait pas des avions aussi au Niger, au niveau des transports, on va toujours être surpris parce que nous comptons sur les autres qui peuvent, c'est quand même du business. Oui. S'il y a une autre offre, ils vont d'abord satisfaire d'autres pèlerins dans notre pays pour venir nous prendre dans notre position. Donc, je ne sais pas, mais je sais que aussi, ce n'était pas un avantage le fait de ne pas faire le Hajj 2 ans, puisque déjà en 2019, on sait qu'on a eu plus de 15 000 pèlerins. Cette année, on n'a eu que 7 194. Oui. Donc, vous voyez, la demande de 3 ans presque s'est accumulée. Donc, en vérité, si les gens ont voulu frauder, c'est parce qu'effectivement, chacun voudrait que ces pèlerins passent. Il a pris de l'argent des pèlerins depuis 2-3 ans. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait en termes de pression sur tout le monde. Donc, c'est un aspect. Mais le commissaire du COFO nous a dit que véritablement les conditions, parce que en fait le GAO, la gestion automatisée du Hajj, permet en tout cas d'éviter les fraudes. Parce que même, elle a dit cette année par exemple au niveau de l'embarquement, la technologie permet que c'est seulement les pèlerins qui sont inscrits au niveau du GAO qui vont être autorisés par la machine. Oui. Parce que les informations sont données, le pèlerin a un numéro, quand il vient avant de passer, oui, les informations sont enregistrées. Absolument. J'ai vu, en tout cas, on a un communiqué du GAO aujourd'hui pour dire que déjà, avant même l'embarquement, on a constaté des anomalies au niveau du visa. Et il appelle les chefs d'agence, en tout cas, de faire attention, de bien regarder le document de chaque pèlerin pour éviter justement des erreurs. Parce que les informations qui sont dans le document, en tout cas s'il y a des erreurs, le pèlerin est bloqué, ne passe pas. Donc de façon générale, moi je pense que si on arrive à... parce que moi chaque fois j'ai dit, notre pays en tout cas, il y a eu des opportunités. Tout à l'heure, on parlait de la NPO. Oui. À l'époque, la NPO avait atteint vraiment un certain niveau. Ils avaient des moyens pour se doter, en tout cas, avoir des avions. Il y a eu d'autres initiatives, mais en tout cas, tant qu'au Niger, on ne maîtrise pas en tout cas le transport, qu'on n'a pas nos propres compagnies aériennes, en tout cas, le problème va demeurer. Deuxième problème, c'est qu'aussi, au niveau des chefs d'agence, cette façon de faire de ce business-là, vraiment on le sait, les gens, s'ils mettent en avant l'intérêt général donc, du pèlerin et du pays, ils peuvent se regrouper. Des gens qui ont souvent 2000 pèlerins, 1000 pèlerins, durant ces années, c'est beaucoup de gens qui ils peuvent aussi s'organiser, créer une compagnie de transport, travailler avec d'autres compagnies, ça pourra effectivement aussi alléger. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont les moyens, qui ont fait les vols réguliers, les Nigériens sont déjà arrivés là-bas. Oui, pour les vols réguliers, il y a eu au moins 2 ou 2. C'est seulement 10%. Oui, donc, vous voyez aussi le Hajj, ceux qui souvent les gens veulent toujours, en tout cas, peut-être, parce que c'est un peu difficile, mais souvent les gens peuvent avoir des moyens, tu as suffisamment de moyens pour faire ton vol régulier. En fait, tout simplement, parce que l'accueil, on a posé au commissaire l'autre problème aussi, qui terminait l'image du Niger, c'est aussi l'hygiène. Les pèlerins nigériens, à comparer avec les autres nationalités, c'est là où vraiment, en termes d'hygiène, c'est insupportable. Donc, on a dit quelles sont les conditions, parce que simplement, on va parler sur le Niger, quoi. Il a dit, bon, ils ont essayé, en tout cas, sur ce domaine-là, où l'État saoudien, le royaume en tout cas, a pris des mesures, mais eux aussi ils vont veiller. Mais bon, il a dit c'est aussi sensibiliser parce que beaucoup de pèlerins aussi qui viennent donc du monde rural aussi. Il faut les sensibiliser pour l'usage en tout cas des moyens modernes, un peu donc des toilettes, tout ça quoi. Merci bien. Deuxième sujet du forum de la presse de ce jour, les députés ont approuvé le mardi 21 juin le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Le texte qui a été adopté supprime les peines de prison pour diffamation et les injures qui sont remplacées par des amendes. Alors Ousseini, comment vous appréciez cette révision de la loi sur la cybercriminalité par les députés? Oh, mais cette loi, la révision de cette loi, moi je l'ai acclamée des deux mains. Pourquoi? Et je sais de quoi je parle. Oui, pourquoi? En vérité, c'était une loi qui a passé comme ça à l'époque, délibérément, pour pouvoir mettre de côté
l'ordonnance portant un régime de la liberté de la presse. Oui. N'est-ce pas? On dit pourtant sur la cybercriminalité. Moi, dans mon entendement, la cybercriminalité, c'est quoi? C'est ceux qui, par des mécanismes informatiques, ils parviennent à rentrer dans des comptes. Sur les réseaux sociaux. Oui. Maintenant, malheureusement, c'est une loi qui a commencé à s'appliquer avec des blogueurs et autres dans ce pays. C'est-à-dire, quand vous allez devant le juge, on n'applique pas l'ordonnance pour un régime. Alors que, bon, jusqu'ici, on n'a pas fait un texte pour régir un peu les blogueurs, mais on considère qu'ils font partie des journalistes. Et même les journalistes sont concernés. Parce qu'aujourd'hui... Le statut de blogueur, jusque-là, je ne pense pas qu'il soit... Oui. Mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez publier quelque chose dans votre journal, quelqu'un peut prendre pour lancer à travers les réseaux sociaux. À travers peut-être une page Facebook, oui. Mais alors, vous avez dit, vous êtes dans le domaine de la cybercriminalité. Et c'est pour ça, je crois, ils ont été sensibles à ça. Il fallait enlever parce que ça allait être désastreux pour les médias. Parce que vous ne pouvez pas faire votre information. Quelqu'un va prendre... d'autre, oui. Sous l'anonymat... Dans l'anonymat, il balance avec votre signature et tout. Bon, ça tombe dans le registre de la cybercriminalité parce que c'est un peu ça la tendance. Et c'est pour ça que quand on a enlevé, pour dire, il faut conformer. Parce que c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que dit l'ordonnance portant un régime de la liberté de la presse? Qu'est-ce que dit? Il faut qu'on harmonise les textes. Il faut tenir compte pour que ça ne soit pas un abus ou un document, un texte de loi qui va être appliqué systématiquement contre les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous produisez, à l'instant où c'est publié, quelqu'un a repris ça. Il peut même modifier pour vous créer des ennuis. Vous n'avez pas le contrôle, la maîtrise. C'est en cela que je considère que c'est une bonne chose qui a été faite. Moi, je salue l'initiative parce que ça a commencé à être inquiétant pour la profession. Vous pouvez à tout moment être interpellé alors que vous ne savez même pas c'est quoi. C'est peut-être devant le juge que vous Justement, est-ce que vous avez des informations sur les amendes prévues? Bon, je n'ai pas, mais je connais un peu les amendes qui sont contenues dans l'ordonnance pour le régime de la liberté de la presse. Bon, c'est juste des sanctions. C'est-à-dire, quand les gens parlent, j'ai dit, on a plutôt, même dans l'ordonnance pour le régime de la liberté de la presse, on dit des pénalisations. Ce n'est pas une dépénalisation parce que c'est des sanctions qui sont appliquées. C'est que le journaliste, il ne va pas en prison, mais il va devoir payer des frais. Mais il y a une catégorie d'infractions pour lesquelles on considère comme des crimes, pour lesquels quand le journaliste le fait, inévitablement, il va aller en prison. Il va aller en prison, effectivement. Voilà. Alors, El Hadj Suleiman, c'est une bonne chose que de réviser cette loi. Selon vous, ou bien êtes-vous optimiste quant à l'effectivité de cette décision? Optimiste, vous savez, comme on dit, la liberté c'est une conquête, elle ne se donne pas. Il faut être vigilant. Même s'il y a des textes, souvent les gens ont tendance à les appliquer quand ça les arrange ou bien, vous voyez. Donc c'est une très bonne chose. On se souvient lorsque le gouvernement avait adopté ce projet de loi, même le président de la République avait fait un tweet pour dire que désormais, donc, les délits d'injure et de diffamation donc, ne seront pas sanctionnés, pas de peine de prison, mais de peine d'amende. Seulement aussi, là aussi, quand on parle d'amende, c'est un couteau à double tranchant. Les amendes peuvent amener en prison. Lorsque vous ne pouvez pas payer l'amende, c'est tout normal. Ça va être absolument par une prison. Même effectivement, à l'époque, c'était ça le pays de la loi 035 de 2010, la loi sur le régime de la liberté de la presse. C'était cela, effectivement, une forte amende. Donc là, il appartient aussi aux magistrats. Je dois quand même vraiment le relever. Même là, on a fait passer la loi en 2019 sur la cybercriminalité. Quand même, les magistrats ont quand même fait un effort de l'appliquer, de ne pas vraiment trop sanctionner. Vraiment, ils ont été un peu magnanimes par rapport, en tout cas, aux différents cas qu'ils ont eu à traiter. C'est une très bonne chose. Maintenant aussi qu'il y a une évolution, parce qu'autrement dit, à l'époque, nous, en tout cas, en tant que journalistes, on se battait pour que, en tout cas, les journalistes soient préservés. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde, tous les citoyens, effectivement, les blogueurs, effectivement, tout le monde, tu ne peux pas aller en prison pour un délit d'opinion, en tout cas pour une question de diffamation. C'est une très très bonne chose, en tout cas c'est une avancée. Je pense qu'il faudrait que peut-être que le régime en place a changé de fusil d'épaule parce que tout simplement,
aujourd'hui, il faut le reconnaître, la liberté de la presse mesure la gouvernance. Donc, si effectivement cette loi est maintenue, avec donc cette sanction-là, où, parce que tout simplement vous avez diffusé une information, vous allez en prison, effectivement, ça allait être un coup dur pour le pays en termes de respect de la liberté de la presse. Oui, mais maintenant, quelle doit vraiment être la responsabilité des journalistes? La responsabilité, c'est d'abord, pas seulement de tous les citoyens. Oui. Parce que, il y a la liberté, mais aussi il y a des limites. Nous, en tant que journalistes, effectivement, sur le respect de l'éthique et de la déontologie, quand on écrit un article ou bien on fait un papier, quand on respecte les règles, effectivement, vous savez, souvent, c'est aussi cela la délicatesse. On peut dire des choses graves, mais avec un ton mesuré, un style. Vous voyez, voilà, ça peut passer. Mais lorsque effectivement, vous venez dire des choses de façon vraiment brute, et vraiment, personne ne peut vous défendre. Donc, moi, je pense que c'est cela. Oui, il y a cette liberté, mais soyons responsables. D'accord. Soyons responsables. Alors, Maïmouna, quels sont vraiment les grands défis qui se posent aujourd'hui à notre presse d'aujourd'hui avec cette révision de la loi? Cette révision de la loi, c'est bien entendu quelque chose qui nous arrange, qui arrange, comme l'a dit Elhaji, tous les citoyens, pas seulement la presse en tant que telle. Mais aujourd'hui, la presse, ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui, en fait, vous permet d'exercer, comme je pourrais le dire, votre métier en tant que tel, et que vous n'avez pas de retenue. Il faut toujours avoir des retenues. On ne vous donne pas cette liberté de la presse, cette liberté pour aller au-delà de cette liberté. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas partir, si avec ce que vous écrivez, vous ne partez pas en prison parce que vous avez diffamé quelqu'un, mais est-ce que ça sert aujourd'hui d'aller sur, d'écrire, de diffamer une personne, un citoyen? Moi, je me dis que quand vous écrivez, il faut savoir comment écrire parce que les personnes sont sensibles. Ceux qui vous lisent ou bien ceux qui vous écoutent, ceux qui, en tout cas, regardent les éditions que vous donnez, il faut que cette personne sache que vraiment, il y a du professionnalisme qui est fait dedans. Et je pense également que maintenant, le défi, c'est vraiment que tout le monde s'y mette pour faire quelque chose de bien, pour pouvoir, en tout cas, consolider ou pour pouvoir acquérir véritablement cette loi qui a été votée. Déjà que les députés, il y a certains, je suis sûre, qui n'étaient pas qui n'étaient pas pour que cette loi-là passe. Effectivement. Mais comme on le dit... Le vote a été... Voilà, oui. Ça va sur... Oui. Zéro abstention. Oui, zéro abstention, mais au fond, on sait comment les choses se sont passées. Oui. Mais donc, dans ce cas, c'est à nous de prouver, nous, en tant que journalistes, de prouver que nous accueillons véritablement cette loi qui a été révisée et de nous y mettre pour pouvoir vraiment que son application aussi soit effective et que nous travaillons dans les bonnes conditions d'éthique et de déontologie. Justement, Hussein, que dire vraiment à tous ces journalistes, surtout sur le terrain, pour vraiment garder jalousement cette responsabilité qui nous est donnée. Cette responsabilité, quand des gens rentrent dans le métier, ils n'ont aucune connaissance du métier, ils se lèvent un beau matin, ils s'auto-proclament journalistes. Les gens sont là, on les voit sur le terrain. Le gars, tu ne sais même pas d'où il est sorti. Il est là, il trouve son calepin, il trouve son enregistreur, il vient. Et il n'y a personne pour lui dire sort. Les journalistes sont coupables. Donc les il faut que les gens d'abord commencent. Moi, je connais des pays. Quand vous n'êtes pas journaliste, quand personne on vous dit sortez, monsieur. Aujourd'hui, tous les matins, dans les couvertures et autres, vous allez trouver des gens. Comme ça, là, vous vous posez la question, ce monsieur, il sort d'où? Il travaille avec qui? Mais les gens ferment les yeux pour prendre juste les frais de taxi ou comment on les appelle là. Tout le monde. Donc, les institutions de régulation des médias également doivent... Non. Parce que d'abord, nous autres, ceux qui exercent le métier, d'abord, la boussole, c'est l'éthique. L'éthique et la déontologie. Oui. Voilà, il y a des documents dans lesquels tout est cadré. On dit comment le journaliste doit se comporter, comment il doit faire. Mais quand on fait une chose, on est là dans un métier où chacun se lève un beau matin parce qu'il sait écrire son nom et le nom de son papa.
Il devient journaliste et les autres les regardent. Ou il devient des histoires caméramans, des choses comme ça. On espère bien que sur le terrain... Non, il ne faut pas. Que doit-on faire? Il faut que nous-mêmes, nous soyons responsables sur le terrain. Quelqu'un qui n'est pas du métier, on le détecte. Il faut le mettre dehors. Alors, on espère bien que les journalistes soient vraiment responsables sur le terrain, comme l'a dit Hussein Issa, avec cette révision de la loi sur la cybercriminalité. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Sujet santé à présent, le 19 juin a été célébrée la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant environ 50 millions de personnes chaque année et 300 000 enfants naissent avec la maladie et on recense plus de 200 000 cas en Afrique. Au Niger, selon les autorités sanitaires, la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence élevée estimée à 23,2% contre une prévalence de 13% pour le continent africain. Alors, Maimouna Diado, que dire sur cette maladie qui constitue vraiment un problème de santé publique ici au Niger? Nafis, vous l'avez dit, c'est vraiment un problème de santé publique au Niger. Hein. Quand on entend plus de 200 000 ou voilà, personnes touchées, la maladie en tant que telle, nous savons que le coût, c'est un coût pour les parents. Aujourd'hui, celui ou celle qui a son enfant qui souffre de drépanocytose, en effet, ça c'est un problème pour ce parent-là de, en tout cas, subvenir au traitement de l'enfant. Chaque crise nécessite vraiment des dépenses pour l'enfant. Et je ne pense pas que aussi la prise en charge soit une prise en charge totale pour ces enfants-là. Et on peut trouver dans une famille 2 à 3 enfants porteurs. 2 à 3, moi j'ai eu une amie qui avait ses 3 enfants drépanocytaires et ces enfants-là font la crise chaque mois. Là, elle n'a pas de repos. Elle a dû même abandonner son travail pour pouvoir s'occuper de ses enfants. C'était pas facile. Donc c'est pour dire qu'on entend à chaque fois que l'État, c'est vrai, l'État est en train de faire de son mieux pour pouvoir alléger quelque part les souffrances de ces drépanocytaires, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. S'ils peuvent s'investir, si l'État peut s'investir davantage. Il a d'ailleurs créé le centre de référence. Le centre, déjà, il y avait un centre qui était en face de l'hôpital, mais il est délocalisé. Délocalisé. Et ils ont également des partenaires, je pense bien, qui, en tout cas, prennent la prise en charge de ces enfants-là. Une ONG danoise, ou je ne sais pas, qui s'occupait de ça avant. Mais maintenant, c'est vraiment de multiplier cette prise en charge, de voir comment est-ce qu'il faut encore améliorer la prise en charge au niveau de ces enfants. Parce que quand tu fais un tour dans ce centre, tu pleures même avant de sortir. Quand tu vois une mère qui est là, un père qui est là, qui ne sait même pas... Ça fait mal. Tu vois l'enfant dans les crises, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour soulager cet enfant-là. Il n'y a pas en fait un médicament approprié pour guérir l'enfant, mais il y a des médicaments, des calmants comme on le dit, pour soulager un peu l'enfant. Donc je pense qu'il faut également essayer de voir comment est-ce que peut-être avec les laboratoires et tout, trouver un médicament qui peut alléger vraiment la souffrance de ces enfants. Comme je le disais, El Haj Mahmoud, le centre de référence de la drépanocytose a été créé en 2010 pour vraiment prendre en charge ces malades de la drépanocytose. Et à l'occasion de la journée célébrée le 19, la directrice du centre même qui était interrogée par le studio Kalangu disait que c'est plus de 8000 malades atteintes de cette maladie qui sont prises en charge au niveau de ce centre. Vous, comment est-ce que vous appréciez vraiment les prestations au niveau de ce centre-là? Oui, avant de parler vous avez dit que, et ça c'est le chiffre annoncé par le ministre de la Santé en 2019 au lancement du centre
il dit que c'est 2,3% des Nigériens qui sont concernés, soit une personne sur 5. Pour dire que c'est une réalité de notre pays. C'est un grand problème de santé. D'où donc la nécessité véritablement de faire en sorte que, en tout cas, d'agir. Effectivement, au niveau du centre, il accueille non seulement dans le traitement, mais aussi dans les conseils psychologiques, parce que c'est quand même une maladie, comme on l'a bien décrit, très préoccupante. Effectivement, il faut accompagner ces malades. Il faut donc également, en termes d'information, sensibiliser, non seulement aider les malades à mieux connaître la maladie, mais aussi la population. Parce que quand même, donner des informations par exemple, à la population. Il faut faire en sorte d'éviter certains mariages entre les gens. Donc, quand on est informé donc, sur la situation, on peut éviter donc, les mariages. Parce que, malheureusement, il y a des mariages qui se font absolument. Sans donc, vous voyez, tout cela, c'est un peu devenu un peu de société. Parce que via la culture, le plus souvent, vous allez voir dans nos sociétés, les gens ont tendance à faire du mariage consanguin, en tout cas, en fait, on ne tient pas compte, même quand il y a des maladies, le test, demander le test, vous voyez, on n'est pas encore là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser renforcer les sensibilisations, gens. Au niveau donc, de malades, disons, une meilleure connaissance en tout cas de la maladie et les conseils justement pour être pour supporter cela. Donc, je pense que finalement, au regard de notre situation aussi je veux dire, l'état du développement de notre pays, vous voyez des maladies comme ça, c'est vraiment des maladies qui ne sont pas des maladies de pauvres en termes de prise en charge. Voilà, quand effectivement déjà les familles qui ont d'autres chats à fouilleter, où tout est prioritaire, quand on a vraiment, maman l'a dit, en tout cas une victime, en tout cas un malade dans la famille, c'est vraiment préoccupant. Et je pense que il faut justement, en tout cas, on a vu au niveau du centre, en tout cas, on dit de bonnes choses sur le centre. Donc l'État doit davantage accompagner et les partenaires et aussi véritablement chercher à faire en sorte que agir, parce qu'une personne sur 5 au niveau du pays, c'est quand même énorme. Alors, Ousseini, cette année, la thématique, c'est la drépanocytose. Quelle stratégie pour une meilleure survie des malades? Vous, quelles sont vraiment vos propositions à cet effet pour une meilleure prise en charge de ces malades? Je suis pas ministre de la Santé. Vous pouvez proposer. Oui. Le ministre est là pour écouter. Ce que je veux dire, je vais abonder un peu dans le sens de Alain Suleiman. On sait que c'est une maladie génétique. On sait comment ça se transmet. 2 personnes qui sont tous drépanocytaires, c'est mari. Les enfants qu'ils vont avoir là, ces enfants ont toutes les chances d'être drépanocytaires sous la forme grave. Donc c'est comme l'a dit El Hadj, c'est la sensibilisation qui devrait... Non, que les gens comprennent. Que les gens comprennent, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de poser comme acte. N'est-ce pas? Lors des mariages et tout. C'est beaucoup plus facile de freiner. Parce que la prise en charge coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Mais les gens, ils ferment les yeux autour de ces questions-là. Et on dit, quelle stratégie il faut mettre en place? La stratégie, il n'y a pas. C'est une maladie qui est là, qui est à vie, pratiquement. Qui est à vie. Bon, alors, quand on sait que c'est une maladie à vie, et quand ça attrape souvent les enfants qui naissent, ils naissent avec la maladie. Surtout avec les complications. Avec les complications. Vraiment... Alors, autant éviter ces souffrances-là, on crée les conditions pour que chacun puisse connaître son statut sérologique et tout. Et avant, mais ça coûte quoi? Pas grand-chose. Ça va éviter qu'on soit dans des situations où on dit chaque année, parce que ça ne va pas finir tant que on se rencontre dans la rue comme ça, on décide de se marier et puis c'est fini. Je ne sais pas, l'autre il souffre de quoi, moi je souffre de quoi, l'autre ne sait pas. On va se mettre ensemble. Donc mais alors, on va donner quoi? On va donner prendre conscience, mesurer les degrés de risque. Parce qu'en plus, c'est que le problème de cette maladie héréditaire, c'est que on ne peut pas le déterminer. Il y en a qui portent ça. C'est ça, c'est lié au sang. Voilà, c'est lié au sang. Alors, il faut mettre fin, il faut créer les conditions. Ça ne coûte rien du tout. On ne va pas dire c'est parce que je constate l'autre. Bon, je dis je ne peux pas. Lors des crises, il faut vraiment du sang. Et des fois, il y a une pénurie de sang. C'est des problèmes. On espère bien que la population puisse vraiment... C'est compliqué de faire cette sensibilisation-là.
allez faire le test pour voir qui est qui. Nous arrivons donc au dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi, le 16 juin dernier. Le Niger a célébré le 46e anniversaire de la journée de l'enfant africain autour du thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants cas de la mendicité ». La ministre de la Protection de l'enfant, Alaouri Aminatou, dans un message, estime que tous les acteurs doivent user des moyens adéquats en vue de sensibiliser les Nigériens pour éliminer le phénomène de la mendicité, une mauvaise pratique qui, selon elle, gangrène la société et porte atteinte à la dignité des femmes et des enfants. Et selon nos constats sur le terrain, bon nombre d'enfants sont utilisés par les adultes même pour mendier. El Hadj Mohamedou Suleiman, quelle explication donner à ce phénomène de mendicité des enfants ici au Niger? L'explication, vous avez dit, non seulement sur le terrain, on les voit dans les rues, ici à Niamey, c'est les enfants qui sont accompagnés avec des grandes personnes. Les parents, on envoie même les enfants souvent, oui, pour aller, en fait, parce qu'on pense qu'ils sont plus sensibles à donner aux enfants. Mais même, puisque c'est devenu maintenant une actualité, même les gens qu'on a amenés du Sénégal, du Ghana, malheureusement, c'est il y a des enfants, et ces enfants, c'est un trafic, ils sont utilisés, et on a donné des détails dans les localités où les gens viennent, on a des enfants à location. Donc, vous voyez le travail des enfants dont on parle aussi, c'est de façon délibérée que les gens donnent leurs enfants, on va avec eux chercher les gens, on leur envoie de l'argent. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une réalité. C'est un commerce. C'est un business. Selon vous, oui, selon vous, c'est un business. Mais vous voyez, cette question de la mendicité, au fond, même notre religion, parce que je pense que pour même décourager les gens, c'est la religion. Ça, la religion décourage parce qu'on dit celui qui, même la religion qui est en bonne santé, qui se permet de mendier, mais vraiment c'est très grave ce qui est destiné comme dans l'au-delà. Donc c'est pas normal. Sans tenir compte aussi les valeurs donc, où les mal vus, une personne vraiment en bonne santé, c'est curieux souvent, je vois souvent des handicapés aujourd'hui. Vous allez voir, ils font des choses, ils créent des choses pour se prendre même prendre en charge d'autres personnes bien importantes. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. Et j'ai vu justement, le gouvernement a compris que ce n'est pas la répression. Ils ont commencé, donc, parce que j'ai vu la semaine passée, la première dame à Kantier, elle est venue, ils sont venus donc avec des projets pour accompagner les femmes parce que tout simplement il faut sensibiliser les gens, il faut ceux qui sont habitués à des facilités, ceux qui amènent des millions ou bien des centaines de milliers qui vivent en tout cas, qui ont construit leur vie avec ça, c'est pas facile. Donc pour vraiment les décourager, il faut sensibiliser, il faut des alternatives, donc des petites activités qui génèrent des revenus. Sinon, en tout cas, on ne peut pas abandonner ça. Il faut sensibiliser, mais vous, Maïmouna, selon vous, où se situent vraiment les responsabilités? Quelle est même d'ailleurs la responsabilité de l'État dans ce La responsabilité, en fait, pour sensibiliser, comme il l'a dit, il faut sensibiliser, mais il faut également un suivi. Un suivi. Il ne s'agit pas d'amener des projets, mais il faut les suivre pas à pas. Parce qu'elles ne puissent pas retourner. Oui. Parce que des fois, malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a des projets qui sont là, ils finissent de manger l'argent du projet et puis c'est fini. Et des fois, c'est les mêmes personnes qui doivent s'occuper, en tout cas, de la mise en œuvre, de la réalisation de ces projets, qui ne mettent pas tous les gros moyens donnés qu'on leur a donnés à la disposition de ces gens-là. Donc ça veut dire que moi, je situe le problème de la mendicité à deux niveaux. Il y a l'État, il y a également les parents. Les parents, oui. L'État, pourquoi ? Je ne dis pas l'État, mais je dis l'État parce que c'est décentralisé. Aujourd'hui, il y a les communes. Chaque maire, dans sa commune, doit connaître au moins qu'est-ce qui se passe dans sa commune. C'est à lui de faire des sensibilisations. Avec les chefs de village, avec les marabouts qu'ils ont sur place. C'est une collaboration. Les mettre devant chacun, devant ses engagements, pour pouvoir sensibiliser ces populations-là. Parce que quand on regarde,
ce que l'État demande de faire et ce que les gens sont en train de faire, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Parce que ce sont ces communes, ce sont ces maires, ce sont ces chefs de village qui doivent remonter l'information jusqu'au plus haut niveau. Et quand il n'y a pas cette information qui vienne jusqu'au plus haut niveau, c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Les parents, là aussi, les parents sont fautifs. En quoi ils sont fautifs? Ils sont fautifs parce que tu ne peux pas mettre au monde un enfant et ne pas veiller, en tout cas, à l'éducation de cet enfant-là. Tu ne peux pas aujourd'hui, si... Donc les parents ont failli... Les parents ont failli à l'éducation. L'éducation des enfants, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est le gain facile. Et les parents, il y a des parents qui en tout cas proposent, qui louent, qui donnent en location ces enfants. On dirait des marchandises. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre un enfant et donner cet enfant en location parce qu'à la fin de la journée, vous pensez que l'enfant va vous ramener quelque chose de 500 ou quelque chose de 1000 francs. Mais justement, il y a des sanctions même qui sont prévues. Et je suis contre le fait qu'aujourd'hui, dans un village, un homme qui ne peut pas assurer, en tout cas, mettre sa femme dans les conditions de vie et de ses enfants-là, puisse se remarier jusqu'à faire 3-4 femmes. Et il y a des localités où les hommes se marient, c'est justement pour avoir des enfants et faire un commerce autour donc, de cette situation-là pour envoyer les enfants. Ousseini, qu'est-ce qui pourrait vraiment mettre fin à ce genre de... Voilà, les sanctions. Non, moi je suis contre, il faut sensibiliser. Ils sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. On a sensibilisé. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres. Tu fais ton champ de mil, tu mets tes boîtes de mil dans ton grenier. Tu te dis qu'en tendant la main, tu expérimentes. Justement, il y a une peine d'emprisonnement de 6 mois, un an qui est prévu par la loi. Oui. Quand on applique, vous savez, souvent moi, c'est ça quand on dit sensibilisation. On va sensibiliser jusqu'à la fin de ce monde-là. Il y a des gens, ça ne va jamais rentrer. Parce qu'ils ont appris à faire ça. Ils savent qu'il y a de l'argent dedans. Vous pensez que la sensibilisation va... Non. Mais ceux qui le font là, ils savent que ce n'est pas bien. Mais imaginez quelqu'un qui peut trouver de l'argent, convoyer jusqu'à 10 enfants, jusqu'au Sénégal. Ça dit frais de transport. Mais ça peut te permettre de faire un commerce. Localement, chez toi, tu peux monter un commerce avec. Jusqu'au Ghana. C'est parce qu'ils se sont dit, il y a de l'argent dedans et c'est facile. Je vais convoyer une dizaine d'enfants et le parent qui loue, c'est parce qu'il s'est dit que bon, un tel est là-bas. Comme l'a dit Memouna, si les parents ont failli, comment protéger vraiment ces enfants? Les parents n'ont pas failli. Les parents, il faut les sanctionner. Comment garantir leur droit à la protection? Non, mais attends. Non, c'est qu'il faut que l'État frappe. Il faut que ça soit fort. C'est-à-dire, quand vous savez, le plus souvent, quand on dit sensibilisation, moi je dis, il y a des moments où il faut arrêter la sensibilisation. Tout le monde est conscient que mettre ton enfant entre les mains de quelqu'un d'autre qui va transporter l'enfant à 10 000 km, à 3 000 km d'ici, pour aller le mettre dans les rues, pour qu'il cherche l'argent pour lui, et qu'il t'envoie chaque fin de mois peut-être 25 000. Toi, mais alors, ce monsieur-là, il mérite quoi? Le poteau? Je crois que c'est pourquoi l'État, par exemple, quand on amène ce genre-là, l'État considère qu'il y a des meneurs. Oui, des mineurs, justement. Des meneurs. Ceux-là qui prennent en location. Donc, ceux-là qui vont en prison, il faut sanctionner. Maintenant, en fait, il faut sensibiliser aussi les parents, d'autres couches de la société. Les parents, justement, il faut sensibiliser. Dans quel cadre on est en train de transporter ton enfant jusqu'au Ghana ou jusqu'à... Le gain facile, c'est l'apathie. Mais est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Est-ce qu'ils ne le savent pas? Ils le savaient. Ils le savent. Ils se disent, bon, j'ai mis beaucoup d'enfants au monde, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas au champ. On espère bien que la population, les parents puissent prendre conscience de la gravité de cette pratique, vraiment, pour vraiment changer la donne. S'il vous plaît. On a tellement sensibilisé les gens. Mais il faut sensibiliser. Mais sensibiliser, attends, un jour, ça va changer. Même un animal qui rentre dans un champ, on le chasse aujourd'hui, on le chasse demain. Après demain, quand il va revenir, il trouve la frontière là.
Merci donc Ousseini. On espère vraiment que toute la population puisse prendre conscience de la gravité du phénomène de la mendicité des enfants pour vraiment changer la situation. Et c'est ici que prend fin le décryptage de l'actualité de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous. Et à la technique, c'était Mustafa Ayouba, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfa, la modération. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, vous suivrez les forums en Hausa et en Zarma. Au revoir.